Bon, on avait 3 problèmes et on suppose qu'on les a tous résolus. Donc là, maintenant, dans la poche, j'ai un casque qui est confortable. Ok, ça c'est Genre bon. facile à porter, et tu peux le mettre dans ta poche, etc. Top. Derrière, il est intégré avec des algorithmes qui sont hyper performants et qui détectent tous tes états avec une précision folle. Ok, trop Ok. bien. Ouais. Et enfin, ton casque, tu peux me le prêter aussi. C'est-à-dire que tu pourrais te dire ah bah tiens maman vas-y essaye mon casque, mon petit frère essaye mon casque. Voilà, il fonctionne sur tout le monde sans avoir besoin de Top. recalibrer de Une fou. montre connectée, quoi. Ouais, comme une montre connectée, tu l'achètes ou pas alors? Bah, du coup, ça sert à quoi? La première grande famille d'applications pour les interfaces cerveau-machine qu'on vous a identifiées, ce sont celles ce qu'on va appeler du bien-être cognitif. Donc, monitorer le stress, monitorer le sommeil, monitorer les niveaux de surcharge cognitive pendant qu'on fait une tâche, pendant qu'on est en train d'apprendre, pendant qu'on est en train de faire n'importe quoi. C'est vraiment du monitoring, vérifier que la personne est en bonne santé mentale, on va dire, et qu'elle est reposée et calme, ou alors qu'elle est active. Ça, c'est une tâche qui ne nécessite pas forcément d'avoir des électrodes très performantes. Les algorithmes pour le détecter sont hyper robustes et ils fonctionnent déjà depuis une vingtaine d'années. Donc pas de nouveauté là-dessus. Et il y a déjà des produits sur le marché qui existent et que vous pouvez acheter déjà. La question est, est-ce que le bien-être mental trouve beaucoup d'acheteurs? Ça, c'est une question qui est toujours en train de se poser. La deuxième famille, alors celle-là, elle est un peu plus facile parce que globalement, elle découle de la recherche. C'est tout ce qui est aide médicale. Il va y avoir de la réhabilitation de patients AVC, il va y avoir certaines méthodes pour pouvoir parler avec les patients. On va pouvoir faire de la rééducation, on va pouvoir faire de l'aide à la mobilité. Toutes ces pistes, en fait, elles sont plus faciles parce que tous les problèmes qu'on vous a cités, surtout sur l'acceptation du dispositif, bah, ils sont moins présents parce que un patient va beaucoup plus facilement accepter de mettre un outil qui l'aide, même s'il n'est pas hyper pratique. Exactement. La troisième grande famille d'applications, et qui est peut-être la plus transformative, et qui serait la plus transformative pour notre société, ce serait l'intégration aux interfaces du numérique. C'est-à-dire intégrer les interfaces aux machines pour, un jour peut-être, contrôler son avatar dans un monde virtuel, jouer à un jeu vidéo, ou alors même adapter sa musique en fonction de son humeur en live. Et ça, c'est quelque chose qui serait réellement novateur. Et la dernière famille d'applications, ça va être dans le sport. Ça va être un outil en fait d'aide à la performance sportive. Alors, il va y avoir deux options. L'option, on va dire plutôt chez des athlètes professionnels où s'équiper de choses qui sont pas très pratiques, c'est pas trop un problème. Pourquoi? Parce que en fait, si ça permet un gain de performance, si ça permet de gagner, on s'en fiche de porter un casque pas très pratique. En revanche, si c'est pour du grand public dans le sport, bah, on retombe sur la problématique d'un objet connecté et donc faudra des solutions qui soient les plus discrètes et presque au niveau d'une montre connectée, quoi. Ces 4 applications des interfaces cerveau-machine n'ont pas toutes le même niveau d'exigence technologique et ne demandent pas le même niveau de maturité, que ce soit en termes algorithmiques, en termes d'acquisition du signal, en termes de capteurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur certaines de ces applications, comme le monitoring du stress, de l'anxiété, etc., il existe déjà des produits qui sont commercialisés. Alors que sur la famille la plus innovante, qui serait le contrôle de monde virtuel et l'interaction avec nos ordinateurs, pour l'instant, on ne voit que très peu de choses, ou alors ce sont des choses qui sont invasives, comme on a pu le voir chez Neuralink. Le gros défi qu'on va avoir, ça va être la question de l'acceptabilité. En fait, on ne sait pas à l'heure actuelle si des gens accepteront de se mettre un casque ou toute autre forme de chose sur la tête. Avant, on aurait pu dire, ok, ouais, le chapeau, la casquette, hein, le bonnet, mais c'est pas quelque chose qui est dans nos usages. Et c'est ça qui est un défi parce que contrairement à une montre qui est un objet qui fait partie de notre quotidien qu'on porte, porter un casque, c'est pas la même. Et même un casque audio, en fait, ça a ses limites. Donc on aura toujours ce problème d'acceptabilité sociale. Donc soit on passe en force, c'est-à-dire il y aura du lobbying qui va forcer un usage, mais ce qui risque d'arriver, c'est que ça va être que dans des endroits
où le casque est déjà utilisé. Un exemple très concret d'acceptabilité d'un objet, c'était ce qui s'est passé avec l'Apple Vision Pro. On avait vu des gens qui se baladaient dans la rue en Californie avec le casque sur les yeux, et finalement, il y avait une partie des gens qui se disaient « waouh, trop bien », une autre partie qui se disait « bon, là c'est un peu too much ». Donc, et aujourd'hui, on ne voit pas des gens en porter partout dans la rue. La démocratisation des interfaces à home machine, c'est pas un sujet de si, mais plutôt un sujet de quand. Quand est-ce que ces usages vont rentrer dans notre quotidien et via quel média? Est-ce que ça sera par le média d'un casque, via le média d'une montre qui lirait des informations complémentaires? On ne sait pas encore. Chaque défi qu'on vous a listé est un problème ouvert à l'heure actuelle. Les chercheurs sont encore en train de travailler sur ces différents aspects. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la convergence de ce qu'on voit en algorithmique, avec les matériaux flexibles, l'intégration au textile, tout ça est en train de faire émerger justement une apparition future, plus ou moins proche, de ce produit qui pourra réellement rentrer dans le quotidien des gens. Alors, on ne va pas avoir une révolution soudaine. D'une certaine manière, on ne va pas avoir l'effet ChatGPT. On va plutôt avoir une apparition qui va être en douceur. On va avoir certainement la chose dans des usages médicaux. On va l'avoir peut-être dans la performance sportive. Et en fait, petit à petit, ça va rentrer dans notre quotidien par la petite porte. Et comme l'usage va être intéressant, les gens l'adopteront. Et donc un jour, on portera peut-être tous des casques EEG sur la tête. Ils seront peut-être intégrés à nos casquettes, à nos bonnets. Ce sera peut-être devenu quelque chose de banal, ça ne le sera peut-être pas devenu. On n'est pas devin, on ne peut pas savoir finalement. Mais ce qui serait intéressant, c'est que du coup, revoir cette vidéo dans 10 ans et se dire « Ah, mais en fait, ces deux Gugus, ils avaient complètement tort, parce que en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. » Mais in fine, ce qu'il faut savoir, c'est que si toute la population se met à porter un capteur sur la tête, bien évidemment, ça pose d'énormes problèmes sur la confidentialité des données, sur la protection des personnes. Et justement, heureusement, ce sont des choses qui sont déjà aussi en cours de débat et qui sont bien évidemment traitées. Merci beaucoup pour nous avoir suivis sur cette vidéo. Alors désolé, on a été un petit peu occupé le moment.